Qu'est-ce qu'il y a alors? On met notre chrono. Ouais. C'est parti. Tout va bien. Bon, écoutez. Bonjour à tous. Donc je suis Laure Mériot, je suis architecte, je suis conseillère au CROAIF et associée d'une agence qui s'appelle Atelier 234. Je suis accompagnée aujourd'hui de François Malburet, qui est lui aussi conseiller à l'Ordre des architectes et associé de MFR Architecture. Depuis ce matin, on a débattu sur la valeur de l'architecture pour la cerner, voir ses différents lieux d'expression, d'impression. Vous avez participé à des ateliers cet après-midi avec beaucoup de réflexions qui seront transmises, dont les conclusions seront transmises juste après notre table ronde, qui sera suivie du dialogue conclusif, qui nous permettra, je l'espère, d'y voir beaucoup plus clair sur ce sujet. Là, on a 1 heure, c'est assez court. On a des invités très intéressants, donc on va essayer d'avoir un dialogue rythmé pour dialoguer sur le futur de cette valeur en architecture. Alors, hop, excusez-moi. Dans Sapiens, Yuval Noah Harari explique ce qui a fait de l'homme le maître de la planète pour l'instant, qui est sa capacité à créer des récits qui forment le collectif et qui donnent une vision du futur permettant à notre groupe animal de se dépasser et de s'inventer un futur commun. Aujourd'hui, quelle est notre vision du futur, sa valeur, son architecture ? Au départ, donc, l'invention du futur est la perspective de vivre mieux. Il est fait de découvertes, de création, de bien-être, de nouvelles valeurs. Et aujourd'hui, pourtant, la sémantique, pour toute nouvelle idée, est dans le « re ». On réinvente, on recoud, on réutilise. Il y a ce besoin de se raccrocher à un passé qu'on augmenterait. Comment, nous, architectes, nous positionnons sur ce sujet du futur? Est-ce que nous créons de la valeur ou est-ce que nous en recréons? Comment nous nous inscrivons dans le temps présent, fait d'urgence écologique, de révolution numérique et de permacrise? Est-ce qu'on reprend le pouvoir? Est-ce qu'on crée de nouvelles pratiques? Est-ce que le temps long de la création et de l'architecture peut s'inscrire dans un temps du réel toujours plus rapide, financier, politique, où les présidents ne font plus de discours posés mais des tweets? Comment ramener de la valeur ajoutée, éthique, sociale, esthétique? Nos invités sont des faiseurs d'idées, de valeurs, d'économie. Ils sont tous liés à l'architecture. Ils sont tous investis d'une mission. Et leur rencontre est l'occasion de mettre en perspective la place de l'architecture et de l'architecte dans la société. Donc aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Nissi Bagenauer, qui est architecte associé de l'agence Plan Commune. Il a aussi un master de management de l'immobilier à l'ESSEC et il a été enseignant en Marne-la-Vallée. Aurélien Vernant, historien de l'art et curateur, expert en architecture moderne et contemporaine, aujourd'hui directeur d'architecture de collection, agence spécialisée dans la valorisation et la transmission de l'architecture remarquable du XXe et XXIe siècle. Et on a également Pauline Lofmoller, designeuse, scénographe, qui a aussi un CAP de métallerie et qui est membre aujourd'hui du collectif ZERM et qui est AJAP 2025. On a également Alexandre Bouton, qui est à la fois, que l'on connaît bien ici puisqu'il est avec nous, élu à l'ordre, architecte, menuisier, charpentier, élu donc au CROAIF, et il mène ces 2 activités, il va nous en parler, avec son agence Urbanact et son atelier de menuiserie qui s'appelle la Remanufacture.
Alors pour ça, pour introduire, j'ai envie de parler peut-être par rapport à tout ce qu'on a entendu ce matin d'une sorte de carte mentale autour d'un vocabulaire qu'on arrive peu à définir autour de ce que c'est que la valeur. C'est quelque chose d'assez compliqué. Quelqu'un disait ce matin qu'on n'arrive déjà pas bien à définir ce que c'est que l'architecture, donc la valeur. Bonjour. Donc, en tout cas, cette carte mentale permet de sortir des mots. Ces mots, on va essayer de les construire, les remettre ensemble. C'est vrai que c'était ce matin, et ce matin, par rapport à cet après-midi, c'était déjà le futur, puisqu'on est déjà dans la question de la mémoire depuis ce matin. Donc, au départ, ces trois mots, finalement, pourraient être pris de manière individuelle, assemblée ou en duo. Donc, on va voir un peu comment, avec nos intervenants, on peut travailler sur effectivement la composition de cette grande phrase, le futur de la valeur en architecture. Alors, autrement dit, cette phrase, elle nous ramène à peut-être trois dynamiques: l'urgence écologique, la transformation technologique et les attentes sociales. Donc finalement, je vais peut-être commencer par une question que je vais adresser certainement à Pauline. Il y a un groupe d'extrême gauche aux États-Unis qui a rebaptisé son mouvement The Future as a Past. Moi, je trouve ça assez intéressant. Et donc, je vais poser à Pauline la question suivante. Le futur était-il synonyme de progrès, ou alors le passé est-il synonyme aujourd'hui de progrès? C'est une très bonne question. Effectivement, ce qu'on fait avec le collectif ZERM dans lequel je travaille, c'est qu'on a tendance à considérer qu'il y a beaucoup de valeur à la fois dans tous les matériaux, tous les équipements qui ont déjà été mis en œuvre, et notamment d'ailleurs une grande valeur de mise en œuvre et de qualité dans ces matériaux-là, mais aussi évidemment dans les savoir-faire et dans les façons de faire qu'on retrouvait avant l'industrialisation, avant donc aussi l'essor du capitalisme, tout ce qui s'est passé ensuite pour l'existence en immobilier de bulles spéculatives et d'un mode de production qui s'accélère. Enfin, énormément de ces sujets-là sont venus comme effacer et uniformiser en fait une architecture qui était très ancrée dans son territoire, dans ses matériaux, ses savoir-faire. Là, on sait on ne refait pas le monde à l'identique du passé pour essayer de régler les problèmes générés par le monde moderne. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est un peu de se situer dans cette brèche-là, toujours en étant acteur-actrice dans le monde de l'architecture tel qu'on le peut, tel qu'on le veut, donc en ayant une plateforme de matériaux de réemploi physique avec laquelle on travaille, et également une implication dans la formation qu'on essaye de transmettre à la fois à des publics de jeunes architectes, mais aussi à des publics d'apprentis en bâtiment. Et on essaie de venir comme ça essaimer tout un tas de pratiques qu'on ne vient pas inventer non plus. En fait, on vient juste inventer la manière de le faire maintenant et avec la façon dont s'organise et se structure le monde de l'architecture actuellement. Et donc, ton profil nous intéresse d'autant plus que tu n'es pas architecte. C'est ça. Et donc, comment tu t'inscris dans cette dynamique de la valeur de l'architecture dans le futur? Alors, en fait, ce qui a été, je pense, assez pertinent, mais comme vision de mes collègues avant de m'intégrer dans l'équipe, c'est de se dire que tel qu'ils souhaitaient pratiquer l'architecture en sortie d'école, ils étaient assez conscients que ça se passerait un petit peu à mi-chemin entre, on va dire, la prestation purement intellectuelle et la prestation formelle, plus juste l'expérimentation, en fait, le prototypage. Donc mon parcours est assez spécial que certes j'ai donc fait des études en design de produits, mais derrière donc j'ai fait un CAP serrurier métallier auprès des compagnons. Donc j'ai appris un de ces fameux CAP du bâtiment dont je parlais plus tôt. Donc j'ai intégré cette équipe qui a eu le souhait de faire dans le pluridisciplinaire et dans le complémentaire, en me demandant donc à l'époque de rejoindre le projet d'occupation transitoire d'un ancien monastère à Roubaix, dans lequel j'ai été chef d'atelier, chef de chantier. Et la dimension de l'équipe, la façon qu'on a eu de se structurer a permis en fait de laisser, on va dire, un champ d'action assez large à chacune. Ce qui m'a permis, moi, non architecte, de toucher à l'architecture. Et aussi, c'est important de resituer d'où je viens, parce que là où
le monde de l'architecture, enfin, tout le monde est architecte, a fait des études là-dedans. Donc moi, c'est quelque chose que je découvre aussi depuis quelques années maintenant, mais je ne maîtrise pas encore tous les acronymes. Voilà. Très bien, donc si on revient sur cette phrase, le passé est synonyme de progrès, on va passer peut-être à une échelle différente, celle d'Alexandre. Alexandre qui a cette double casquette, qui va nous raconter son parcours, en tout cas à travers cette réflexion, avec un recul critique, certainement, le connaissant. Merci. Donc oui, c'est vrai que moi j'ai démarré par un bac pro à l'époque en menuiserie charpente à l'École nationale du bois de Mouchard. Et en fait, j'avais commencé à reprendre une société de maison ossature bois charpente et où on bossait sur des couvertures, des charpentes tradies et industrielles. Et puis un jour, donc je bossais avec des gens qui savaient ni lire ni écrire, mais qui plantaient une pointe de 16 en un coup de marteau. C'était assez impressionnant. Il n'y avait pas encore les clouteurs à l'époque. Pneumatique. Et un jour, je vois quelqu'un en costard, en costume cravate, qui arrive sur le chantier boueux. Et je dis à mon gars, je lui dis, mais il fait quoi lui? Il s'est trompé, il vient à un mariage, je comprends pas. Il me dit, non, mais écoute, tu cherches pas à comprendre, ça s'appelle un architecte. Il va rentrer dans le container, il va sortir dans 1 heure, il va venir nous voir. Tu vas rien comprendre, tu fais oui de la tête, il va partir et on va reprendre notre boulot. Et ça s'est passé exactement comme ça. Alors je suis descendu quand même voir ce qui se passait dans le container. Et puis après, je me suis dit, tiens, c'est quand même intéressant parce que du coup, il y a des interfaces. Après, j'ai fait donc un BTS. Après, j'ai fait l'école d'archi à Strasbourg et à Marne-la-Vallée. Et puis après, le cycle d'urbaniste de Sciences Po où j'ai enseigné 10 ans. Et en fait, ce que je me suis rendu compte à travers ce parcours, là où j'arrive aujourd'hui, c'est un peu de la déconnexion qu'il y a entre les métiers. C'est-à-dire, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que le charpentier ne parle pas au menuisier, qui ne parle pas à l'ébéniste, qui ne parle pas au designer, qui ne parle pas à l'architecte. Enfin, ils croient se parler, mais en fait, ils ne se parlent pas. Ils croient se comprendre, mais en fait, ils ne se comprennent pas. Ils ne parlent pas le même discours. On parle par exemple de valeurs, on parle de projet. Et en fait, souvent, je suis dans des réunions où je me rends compte que tout le monde parle de projet, mais en fait, l'élu, il parle d'un projet politique. L'architecte, il parle d'un projet construit. Le futur acquéreur ou l'habitant, il parle du projet de vie, c'est-à-dire où il est dans 2 ans, dans 3 ans. Et en fait, on utilise les mêmes mots, mais au final, on ne parle pas du tout de la même chose. Et donc, du coup, voilà, alors il s'est avéré qu'on a beaucoup travaillé en urbanisme, en architecture à l'agence. Et puis, comme on était situé sur le faubourg Saint-Antoine, au rez-de-chaussée, on avait un menuisier. Et en 2018, donc j'ai eu mon diplôme d'archi en 2003, Urba en 2005. On a bossé, on a monté Urbanact jusqu'en 2012-2015. Et en 2016, il y a un menuisier qui vient me voir et qui me dit ouais, en fait, moi, j'en peux plus, j'arrive plus à vivre de mon métier. Il est artisan d'art, patron des métiers d'art du Faubourg, donc quand même quelqu'un qui avait un vrai savoir-faire dans la marqueterie. Et il me dit il faut que tu reprennes mon atelier parce que tu vas faire quelque chose avec. Puis je lui dis oui, non mais attends, moi ça fait 20 ans que j'ai pas fait de menuiserie. Alors à l'époque, on était en train de faire la fédération en ville, le laboratoire d'économie circulaire à Paris, et on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire dans la relation entre l'architecture et la manière avec laquelle on travaille le bois, mais différemment. J'étais en lien avec les éboueurs de Paris parce que j'aime bien discuter avec les éboueurs et je me suis rendu compte qu'à Paris, il y avait 200 tonnes jour d'encombrants qui partaient à l'incinérateur. J'étais en train de faire une étude un peu comparative en Europe sur la manière avec laquelle la décentralisation des modes de production change le rapport à la construction. Et je me rends compte qu'en fait, aux portes de notre métropole, on est en train de cramer la planète, quoi. Et en fait, 70% de ce qu'on crame, c'est du mobilier issu de l'industrie, voilà, Ikea, c'est des forêts qui viennent de Pologne. Et donc je me dis, mais il y a peut-être quelque chose à faire pour réutiliser ça. Et donc j'ai monté la remanufacture dans l'idée justement qu'on pouvait réutiliser ces matériaux, faire 100% réemploi, former des jeunes qui venaient de CAP à la Bonne Graine ou de l'école Boulle, en lien avec des architectes pour inventer une autre manière de faire l'architecture, ce que j'appelle l'architecture à l'envers, c'est-à-dire partir d'un côté d'un gisement avec un besoin, un logement existant trop exigu, et voir comment on arrive à faire une sorte d'alchimie entre ces 3 dimensions. Ce qui est compliqué, c'est que quand on fait ça, on travaille avec des gisements, des matériaux, et qu'au moment où on dessine, on ne sait pas avec quel matériau on va construire. Parce qu'en fait, il y a une telle
vitesse dans la manière avec laquelle on incinère, dans la manière avec laquelle... Et donc tout le sujet aujourd'hui, et je rejoins ce que tu disais, Pauline, sur le lien avec la gestion du gisement, le moment où on capte cette matière avant qu'elle devienne un déchet, parce qu'une fois qu'elle est rentrée dans le processus du déchet, c'est foutu. Et comment on la capte, comment on en fait une matière première. Et là, il y a tout un enjeu de ne pas être dans le sur-mesure ou quelque chose qui est trop, l'œuvre d'art unique, d'être pas non plus dans l'industrie lourde parce qu'on va refaire les mêmes conneries que Ikea ou tout ça, et d'être sur des mini-séries qui permettent de répondre à des besoins réels. Et donc là, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On arrive à construire une part d'architecture en partant de l'intérieur, c'est-à-dire à réinventer de l'espace à partir d'un espace existant. Et aujourd'hui, on arrive à faire pratiquement 2 à 3% de rendement, c'est-à-dire de redonner un espace en plus en faisant juste une correspondance entre un appartement biscornu où quand tu mets un meuble issu de l'industrie du mobilier, ben du coup tu perds déjà beaucoup parce que ton objet ne rentre pas dans le meuble, ton meuble ne rentre pas dans l'appartement ou alors il n'est pas bien adapté. On mesure chaque objet, on mesure l'appartement et le meuble devient une sorte d'habit, la bonne mesure entre les deux. Et donc on réinvente une forme d'usage, voilà. Merci. C'est très intéressant et c'est un point commun, je pense, avec Nissim, alors qui n'est pas tout à fait la même chose, mais sur la question de la valeur d'usage et de l'appartement qui devient de plus en plus petit. Quand on a préparé, tu nous disais, quand on a dit valeur, future architecture, tu as dit, nous, ce qui est important à Plane Commune, c'est la valeur d'usage et nos appartements sont plus petits et donc c'est pas réinventer l'intérieur comme toi, Alexandre, mais comment faire des lieux communs, comment faire société et ajouter, faire des immeubles augmentés, je dirais. Voilà, si tu peux... Ouais, merci. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Merci. Non, mais ça... Là. Voilà. Non, ça résonne sur plein de sujets qu'on porte à l'agence chez Plane Commune. C'est vrai que quand on s'est parlé avec Laure et François, on a cette question de la valeur, elle interroge, notamment, c'est-à-dire que quand on parle d'architecture, on parle quand même très souvent aussi d'immobilier, d'espace habité. Cet espace habité, pour nous, il a un peu une espèce de double dimension, c'est-à-dire qu'il a une dimension qu'on échange un peu avec nos clients en permanence, qui est une espèce de valeur immobilière. Qu'est-ce que c'est que la question de la valeur immobilière, la valeur de rendement, etc. Bon, ça, c'est un peu une deuxième question et on pourra en parler aussi avec Aurélien. Et puis, il y a une espèce de première intention, qui est une intention, je pense, très architecturale et très d'habitant, qui est la question de la valeur d'usage et de comment est-ce qu'on habite l'architecture aujourd'hui, comment est-ce qu'on habite l'immobilier. Et qu'une fois qu'on se dit ça, moi j'ai toujours en tête le rapport Leclerc-Giacometti au moment du Covid, qui parle notamment dans l'immobilier logement, dans la question du logement, de là où on habite au quotidien, de ces logements qui sont toujours petits, toujours trop exigus, et notamment avec la question métropolitaine et la question des prix dans nos villes toujours de plus en plus chers. Et autant qu'architecte, nous on se dit, en aucun cas on va influencer le marché, on ne va pas pouvoir proposer un renversement du marché immobilier. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est où est-ce que dans le dessin architectural, où est-ce qu'on peut trouver un peu de transpiration pour la vie de tous les jours, et où est-ce qu'on peut trouver une manière d'augmenter un peu l'espace de vie du quotidien des habitants et ouvrir à un peu de désirabilité. Donc l'agence, elle s'appelle Plane Commune parce que justement on travaille sur au-delà du fait qu'on a un amour latino et une partie de l'agence qui est latino, on a cette question du commun, de où est-ce qu'on habite, comment on habite ce commun, comment on habite ces espaces communs, comment, notamment dans la question du logement, on essaye d'élargir les espaces communs pour en faire autre chose qu'un couloir aveugle, distributif, avec peu de qualité,
pour en faire un espace potentiellement désirable voilà, dans les endroits qu'on habite. Que ce soit des espaces communs qui sont posés sur le toit d'un immeuble en bas ou dans leurs espaces de distribution. Oui, et c'est pas facile. Hein, Et c'est- c'est pas facile. C'est pas facile. Ce que je dis à chaque fois, bon, aujourd'hui, on est en train de livrer 200 logements, enfin 180 logements dans le 14e arrondissement pour la RIVP. Donc, il y a des contextes dans lesquels on arrive à trouver la commande réussit à trouver son client en tout cas. Et par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits où ça pose nécessairement la question de la gestion. La question de la gestion, je veux dire, cette idée du commun, elle est extrêmement latino-américaine, elle est extrêmement européenne, elle est extrêmement espagnole ou allemande. Et en fait, les autres savent le faire. Il y a un truc très culturo-français aussi par rapport à ça, sur lequel nous, on essaye de faire un peu d'éducation de nos maîtres d'ouvrage à ces questions-là. Ouais. Et donc, Aurélien, donc, c'est très intéressant parce que là, on a quand même des gens, trois invités qui font, et Aurélien, il regarde ce que les gens font, et il l'analyse, il le critique, et il crée le récit de la valeur de l'architecture. Effectivement, c'est vrai que c'est un des premiers mots que Laure, que tu as prononcé, la question du récit. C'est vrai que c'est quelque chose que je manipule au quotidien au sein de l'agence Architecture de Collection, qui est donc une agence immobilière fondée il y a 20 ans par une architecte historienne de l'architecture, Delphine Aboulker, qui est aujourd'hui à l'école de Chaillot comme directrice adjointe, et par un collectionneur d'art. Et avant d'être au sein de cette agence, où je travaille depuis 7 ans, je viens du musée, je viens de la notion de collection d'architecture. Je ne suis pas architecte, je suis historien de l'art et après des études littéraires. Et donc je me suis intéressé à l'architecture en tant que grand domaine culturel, comme machine à produire du récit, comme domaine incroyable qui connecte à lui seul l'esthétique, le politique, le sociologique, le technique. Et donc voilà, comme un domaine extraordinaire en fait, qui permet une grande souplesse, une grande liberté, qui permet de parler et surtout de manipuler les temporalités, puisqu'on parle du futur aujourd'hui. En tant qu'historien de l'architecture, par définition, j'ai été amené à regarder depuis le temps présent, à me pencher sur des objets qui nous viennent du passé, qui peut-être pour certains que j'ai étudiés entretenaient un rapport extrêmement puissant au futur, parce que je suis plutôt spécialisé sur le XXe siècle, et donc des projets d'architecture liés à une culture de l'avant-garde, donc à un rapport extrêmement fondamentale à la projection en avant, qui est une dimension inhérente à l'architecture, que de produire effectivement des visions et entretenir de fait quelque chose dans le présent qui engage l'avenir. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus à Beaubourg, où j'ai commencé, puis au FRAC Centre, qui était un des seuls FRAC en France qui est concentré sur la notion d'architecture expérimentale, visionnaire, prospective, futurologique, tous ces mots qui parlent, enfin, qui est une collection qui abandonne totalement, qui n'abandonne pas, mais qui laisse complètement de côté la dimension construite de l'architecture pour déplier toute la complexité et l'épaisseur de l'espace du projet. Donc en collectant, en faisant collection, en collectionnant des dessins, des maquettes, des objets liés à l'émergence de l'architecture. Et tout cela, il s'agit de le relier, de le sélectionner, de le trier et d'en faire le témoignage d'une époque, d'en faire un jalon d'une histoire des idées sur la question de l'architecture, du logement, de l'habité, de la ville, etc. etc., etc. Et qu'est-ce qui fait qu'après tout ça, en étant curateur, effectivement, je me retrouve depuis 7 ans à diriger une agence immobilière qui, en France, contrairement à d'autres pays, l'immobilier est quelque chose de souvent, pour le moins, décrié, disqualifié, ou qui est construit et qui fonctionne sur des grilles et des systèmes assez
atroce, justement, au quotidien. Je manipule l'immobilier dans ce que ça a de vulgaire, de court-termiste. On parlait de la question du temps. Ce qui nous relie, c'est peut-être, dans ce rapport, enfin, la valeur, ce serait peut-être d'entrée de jeu, poser la question d'une prise de hauteur, d'une prise de distance avec l'immédiateté de cette... enfin voilà, c'est peut-être ça qui engage de l'espace-temps. Et donc, pour moi, il s'agit au quotidien de vendre des maisons, de vendre des appartements, mais surtout de réinterpréter toute cette notion de vente immobilière comme un processus culturel de transmission de l'architecture. Et là, on pourra en parler plus dans le détail, mais ça veut dire à toutes les chaînes, toutes les étapes de la chaîne de transaction immobilière, remettre du sens, de la valeur, une manière de regarder, d'estimer hyper concrètement, comment on fait pour donner un prix à une maison de Le Corbusier ou à une maison d'un architecte inconnu au fin fond de l'Auvergne. Et voilà, et juste, je termine là-dessus, et donc effectivement le rapport au récit qui fait qu'on a une approche éditoriale de l'immobilier qui est à même de créer du désir aussi pour un public très large, parce que la maison, c'est quelque chose qui fait rêver tout le monde, voilà, qui reste une grande machine aussi à produire du rêve, du désir. Les enfants de 2 ans, 3 ans commencent par dessiner des maisons, donc c'est des choses qui renvoient à des enveloppes fondamentales et très profondes. Donc on a de quoi toucher à plein de dimensions, et voilà, donc on a créé un magazine en ligne, et puis on a donc toute cette... on décline, je développe depuis des années, donc ça prend plein de dimensions nouvelles et intéressantes. Peut-être je m'arrête là d'abord. C'est super. Non, mais moi j'avais une question pour vous trois, parce que, enfin, surtout pour les trois faiseurs, je dirais. Mais Aurélien, si tu pourras évidemment réagir. Vous avez tous les trois finalement une activité de maître d'œuvre, architecte, et une activité à côté. Une activité presque amplifiée qui est liée à l'architecture, qui est liée à l'acte de construire. Et en fait, je me demandais si dans le futur, finalement, il fallait qu'on ait tous 3 métiers, ou pourquoi, en fait, qu'est-ce qui vous a amené, vous, dans vos histoires? Quel est votre regard d'architecte sur cette autre activité? Qu'est-ce que ça vous apporte de faire autre chose? Peut-être Nissim? Alors, non, mais je vais rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que ta question de tout à l'heure sur... et c'est difficile de faire du commun, de faire plus de commun. Et c'est vrai qu'à l'agence, on a développé une activité parallèle, qui est une activité purement immobilière. C'est-à-dire qu'on a structuré un petit promoteur, une sorte de petit promoteur immobilier pour porter les fonciers. Donc on a fait une première petite opération qui est une opération de 6 logements qu'on a fait à Pantin. Puis là, on est en train d'en recréer 2, une de 30 logements à Pantin et une de 20 logements à Fontenay-sous-Bois. Et donc, c'est vrai qu'on a décalé la question et on a recapté un peu, on a posé la question un peu de cette valeur. On a posé un peu la question de cette valeur et de dire, notamment dans les agences d'architecture, on pratique, nous on considère que 80% de la valeur qui est créée au moment de la création d'un actif immobilier, si on doit prendre ces termes-là, elle est énormément créée par l'acte de bâtir, que ce soit d'un point de vue politique, de l'accompagnement politique qu'on peut faire auprès de nos maîtres d'ouvrage, que ça soit d'un point de vue créatif, comme architecte, que ça soit d'un point de vue technique ou réglementaire. Et donc ce qu'on se dit à chaque fois, c'est mais pourquoi est-ce que si on se rajoute la brique financière de financement de cet actif, qui représente en fait en termes de temps, d'effort, de travail, de niveau de technicité, de prise de risque, une petite proportion. Et nous, on se dit, ben voilà, augmentons notre métier d'architecte. C'est une sorte d'architecte un peu, pour nous, qui est une sorte de vision, de lecture d'architecte un peu plus 360, quoi, et de reprendre cette valeur. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est à chaque fois de se dire que en fait, moi, c'est ce que je défends à chaque fois auprès des étudiants, parce que j'interviens beaucoup à l'école d'architecture. Ces études, elles nous permettent
d'avoir une lecture extrêmement globale et elles nous permettent de se décaler à chaque fois par rapport à ce métier, au-delà du métier de dessinateur et d'être en capacité de déposer des permis de construire pour des gens qui viennent nous acheter des permis de construire, parce que notre grand pouvoir, il est là. Voilà, c'est comment est-ce qu'on capte la valeur, comment est-ce qu'on en propose une lecture plus grande, et ce que ça nous permet, ça nous permet de manière, j'ai envie de dire, très concrète et triviale, d'investir beaucoup plus d'argent dans l'objet immobilier lui-même. Si je prends l'opération qu'on est en train de sortir à Pantin, on est en train de construire des logements à 2700 € du mètre carré, ce qui est une valeur plutôt très augmentée par rapport aux 2200, 2300 qui sont normalement sur le marché. Et puis, évidemment, les honoraires pour nos structures. Alors, ce sont deux structures totalement différentes. Tout ça étant évidemment cadré par la loi sur l'architecture et vu avec l'ordre des architectes. Mais évidemment, pour nos structures, ce ne sont évidemment pas les mêmes honoraires non plus. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de dire, dépassons-nous, quoi. Voilà, tous, dans nos métiers. C'est un peu Fernand Pouillon qui avait eu un peu cette première idée, non? Mais Fernand Pouillon, non seulement il a eu l'idée, mais il a traumatisé la France par rapport à ça. C'est-à-dire que Fernand Pouillon, c'est 21 ou 27 SCI à la fin, et puis des associés qui en ont fait un peu de la cavalerie à un moment, et il a fini là où il a fini, évidemment. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même... nous, on fait ça, alors ça pose des questions à chaque fois dans la profession, mais je veux dire, on est quand même très loin d'être les premiers à le faire. Et je pense que, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, nos interlocuteurs à chaque fois, nos maîtres d'ouvrage, c'est très souvent des gens qui viennent d'écoles de commerce et qui ont appris ce que c'était que de la valeur financière, qui ont appris ce que c'était que le rendement, qui ont appris ce que c'était que de faire de l'argent. Et nous, comme architectes, il y a cette espèce de non-dit un peu sur l'argent, mais en fait, nous, on est des artistes, quoi. Voilà. Bon, voilà, je pense que nous, on est des artistes, on le revendique très fort, très haut, et on porte la valeur architecturale extrêmement haut. Et on ne veut que pousser, mais c'est bien parce qu'on veut pousser qu'on veut être libre aussi de pouvoir pousser. Et c'est-à-dire que, voilà, on sait tous dans nos métiers comment on a essayé de pousser des idées, mettre des idées très fortes sur la table au cours de rendez-vous, l'énergie que ça nous prend pour en avoir un résultat, si ce n'est un refus, parfois assez mitigé, où on prend un morceau d'idée qu'il faut pervertir parce qu'il faut réussir à... Alors que l'idée brute, elle crée l'architecture en général. Voilà, donc c'est tout ce... Donc en fait, l'idée, c'est que, en tout cas, tu définis, toi, la valeur comme une sorte d'hommage à notre métier d'architecte. Tu réembrasses la profession au sens large du terme, en étant à la fois maître d'œuvre, maître d'ouvrage, maître d'exécution. Tu occupes toutes les cases qui nous ont finalement un peu échappé, dont on a été écharpé même par du coup cette profession montante qui est le maître d'ouvrage, et comment on peut arriver aujourd'hui à réinventer, à se réapproprier finalement l'acte de bâtir à travers des opérations. Donc tu cites Pantin et tu cites Fontenay. On dit c'est l'architecte, c'est le chef d'orchestre, mais ou c'est le réalisateur. Tu prends Francis Ford Coppola, quand il fait ses films, il finance ses films, il se met à risque, mais il va au bout de son film. Voilà, il va au bout de son film. Et il y a un moment, nous, il y a quelque chose qu'on aime dans cette idée de voilà, on se met à poil, on se met à risque. Si on gagne, on gagne. Si on perd, on perd. Mais au moins, on va au bout de chaque objet. Alors, on n'est pas chef d'orchestre parce que j'aime bien le répéter souvent. Nous, les architectes, on n'est pas chef d'orchestre parce qu'on joue une partition qui ne nous appartient pas. Nous, on joue la partition qui nous appartient, mais le chef d'orchestre joue la partition qui ne lui appartient pas. Donc, voilà. Et Alexandre, oui, je veux bien réagir. C'est vrai que je rejoins Nissim sur le fait que quand on fait ça, on cherche à retrouver une part de liberté, en fait. Parce qu'on est dans un système financier aujourd'hui où on est prisonnier en fait, d'un bilan, d'un programme qui nous est imposé, sur lequel on n'a plus le droit de regard, et où à un moment donné, on va même à l'encontre de l'intérêt général qu'on est censé défendre. Donc quand on a la valeur du court terme qui l'emporte sur la valeur du long terme, c'est-à-dire le bilan à 2 ans
contre le bilan à 10, 20 ou 30 ans. Hein. C'est ce que disait ce matin Madame la directrice de l'architecture, mais aussi notre présidente, quoi. Il y a un moment donné, quand on sait aujourd'hui, l'UFC que je vois se dire l'a dit aussi, c'est-à-dire il le voit, quoi. Il y a des opérations qui ont été livrées il y a 15 ans qui sont déjà à refaire complètement, alors que des opérations qui ont été construites il y a 100 ans, elles sont encore... Mais pourquoi la valeur d'un logement ancien serait plus chère que la valeur d'un logement plus récent ? Il y a quand même une vérité derrière ça. Et quand on revient, comme vous le faites vous, sur cet acte de construire, quand on redevient charpentier, menuisier, et qu'on se rend compte qu'un assemblage, une moise entre 2 morceaux de bois massif, un morceau de chêne abattu, vous voulez que je vous dise combien ça coûte un sciage d'un chêne que j'ai fait scier en Haute-Saône il y a 2 mois ? 60 €. Vous imaginez combien ça se vend aujourd'hui sur le marché à Paris ? Mais c'est du délire, quoi. Il y a un nombre d'intermédiaires, un nombre tout le monde prend une partie. C'est-à-dire, moi, je prends 50 balles, moi, je prends 300 balles, moi, je prends... Puis à la fin, on arrive à un décalage, mais colossal, entre ce que les gens achètent sur le marché et la réalité de ce que nous, on a été payés pour le faire et de ce que ça a coûté réellement pour le construire. Donc, si on ne rapproche pas ces dimensions du maître d'ouvrage à ces dimensions de la construction, et si on ne trouve pas des nouveaux modèles pour gérer l'éthique et que l'esthétique réponde à cette éthique de stockage du carbone, de réponse aux besoins des gens qui vont investir 30 ans, 50 ans pour que ça dure et que ça tienne, ben on est foutu. Ou alors on change de métier, quoi. Et Pauline, justement, je trouve que dans la réaction d'Alexandre, merci pour ton militantisme. Ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint aussi ce que vous avez fait sur votre projet Saison 0, où la question était d'un bâtiment qui n'avait plus d'usage et comment lui retrouver un usage, non pas par une idée par une commande, donc pas par un maître d'ouvrage finalement, mais par l'utilisation du bâtiment, le temps qu'on passe dedans, les tests. Enfin, voilà, si tu peux raconter assez rapidement, parce qu'après, je suis sûr qu'il y a plein de questions dans la salle. Donc... Oui, ok. C'est vrai aussi que cette idée de réactiver un bâtiment en y vivant, en l'investissant, avant même que se débloquent les potentiels millions qu'il faut pour le sauver. Donc le cas du couvent des Clarisses, c'est un bâtiment qui date de 1864 en briques néo-gothiques et dans un état, au moment où on le récupère, assez déplorable. Malgré tout, on se dit ça a du potentiel. Nous, on veut bien essayer d'imaginer pour la ville de Roubaix qu'il y a un projet politique, un projet d'architecte, qui est un projet construit. Je rebondis sur l'idée que tous les mots projet n'ont pas le même sens. C'était complètement le cas à cet endroit-là. Donc ils avaient comme projet de faire la maison de l'économie circulaire et du zéro déchet. Voilà, 6500 mètres carrés d'anciens monastères de Sœur Clarisse vides. Nous, on se dit, ok, la valeur, on va la trouver à la fois dans tout le potentiel que ce bâtiment a, mais aussi dans le potentiel d'expérimentation, de réplicabilité. C'est-à-dire que le patrimoine désaffecté du Nord, c'est souvent de la brique, souvent construit à cette époque-là. Et en fait, tout ce qu'on peut imaginer et inventer dans ce bâtiment, ça a une valeur de réplicabilité, de transmission, de test. Et on a alimenté comme ça notre pratique. Ça a aussi la valeur de, on va dire, réunir une équipe pluridisciplinaire qui va ensuite... nous, on a cédé la gestion de ce site il y a 2 ans. Et on se concentre maintenant davantage sur faire rayonner cette expérience, mais surtout aussi le développement du réemploi de matériaux. Mais voilà, effectivement, pour répondre à la question initiale qui avait introduit nos 3 interventions, on a dû un petit peu faire un pas de côté sans se mettre tout à fait dans la marge. Donc là, plus en augmentant le statut de maître d'œuvre qu'on n'avait pas, on était une association, donc plutôt prescripteur. Le statut de prescripteur, il se demandait en tant que prescripteur qu'est-ce qu'on met en œuvre comme matériaux, qu'est-ce qu'on met en œuvre comme équipement, on se posait cette question-là et se dire que si on veut vraiment se poser cette question-là, il va falloir qu'on joue d'autres cartes et qu'on sache aussi faire intervenir d'autres expériences, dont je fais partie, moi qui suis plus technique. Ouais. Et Aurélien, j'ai envie de te poser la question suivante, justement par rapport au témoignage de Pauline à l'instant. Ils interviennent sur cette abbaye dans le Nord avec le mode constructif que l'on connaît. Est-ce que du coup cette abbaye devient une architecture de collection ? Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau théorique, une architecture de collection, qu'est-ce que c'est ?
enfin, c'est une culture du présent qui regarde, qui se retourne sur quelque chose qui a été construit, et on va chercher à mettre en lumière, à révéler des processus de création dans lesquels on perçoit une valeur, justement, une qualité. Donc la manière dont une architecture a été produite, que ce soit il y a 6 mois, il y a 6 ans, il y a 60 ans, voilà, c'est donc concrètement, on met en mouvement une forme d'expertise, on muscle notre capacité à identifier, analyser, et puis décrire, et puis mobiliser ensuite des photographes qui vont poser un regard qui ne soit pas le regard photographique de l'immobilier, mais qui soit un regard compétent sur ce que c'est que... Enfin, qui mettent en avant l'architecture dans ses qualités spatiales avant tout, et puis matérielles. Et puis voilà. Et puis ensuite, donc ce sont on parle souvent régulièrement d'architecture emblématique, d'architecture remarquable. C'est donc une sémantique qui est liée au domaine du patrimoine et à ce que notre culture moderne et contemporaine a défini comme critère de distinction. Et donc, voilà, alors on est spécialisé sur le XXe et le XXIe siècle. Ça veut dire qu'on constitue une collection de biens qui sont visibles sur notre site internet quand ils sont à la vente, ou qu'ils ont été vendus, ou qu'ils ont été présentés à la vente dans le passé mais qu'on ne les a pas vendus. Donc on les met quand même dans un album. Donc on constitue cette somme d'œuvres, voilà, qui, par le simple fait d'être mise en relation, prend une sorte de valeur. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je sais pas, il y aurait plein de choses à dire. Après, oui, il y a ce rapport au contemporain. On a vocation justement pas seulement à sacraliser les œuvres des modernes que tout le monde connaît, pour lesquels on évoquait la question de la sociologie, la question de qui achète quoi, et que effectivement, quand vous regardez notre plaquette ou notre site, il y a effectivement notre catalogue suit les grands courants de l'architecture de l'avant-garde, là où l'architecture fait création, fait manifeste au XXe siècle. Alors c'est évidemment des choses que tout le monde connaît plus ou moins, mais liées au mouvement moderne dans les années 20, dans les années 30, à l'art déco, à l'art nouveau un peu avant. Et puis après, dans l'après-guerre, justement, ça se déplace parce que l'innovation, le besoin de création, d'inventivité, il va plutôt être chez Pouillon qu'on évoquait, chez Corbu pour certaines unités d'habitation, et puis ensuite chez des architectes moins connus, mais qu'on contribue aussi à remettre en mouvement, comme Roger Anger pour la question du logement collectif à Paris, chez Dubuisson, enfin chez d'autres. Et ça, c'est des immeubles qui, en fonction de là où ils sont situés géographiquement, en fonction de la façon dont ils ont été conçus, construits, pensés à l'époque, eh bien, ne sont pas investis et acquis par la même sociologie de clients. Tout ça pour dire qu'on n'est pas une agence de luxe, parce que ce n'est pas les mêmes personnes qui nous achètent du Renaudie à Ivry, ou un appartement dans une tour de Roger Anger à Grenoble, ou une maison bulle de Pascal Ozerman à 150 000 € en Haute-Savoie, ou un hôtel Art déco à plus de 4 millions d'euros dans le 16e. Voilà. Donc, et ça, c'est intéressant aussi, parce que ça veut dire qu'on a, dans la manière de faire récit, on met en avant des mécanismes de travail qui sont les mêmes pour tout le monde et pour toutes ces typologies, pour toutes ces sociologies de clients, j'allais dire. Mais ça, justement, ça permet de maintenir un scope et une manière de faire qui est décorrélée des grilles, des standards, des contraintes, des normes de l'immobilier dont je parlais. Voilà. Et de l'immobilier et plus généralement d'une approche purement consumériste ou quantitative. Voilà, on ne fait pas beaucoup de volume, on est sur un marché de niche. Mais bon, là c'est des grandes notions que je parcours, mais après on a toute une réalité hyper concrète, hyper économique, hyper compliquée, parce qu'on est cerné par la concurrence et donc par le temps long dont on a besoin pour documenter, pour aller chercher des archives, pour créer des partenariats avec des maisons de l'architecture, avec des CAUE, avec des musées, des archives départementales, là où parfois, très souvent, on est en concurrence, parce que le vendeur de sa maison d'archi en Auvergne ou ailleurs, il a beau trouver formidable notre concept, il veut vendre. Il est lui aussi pris dans des
questionnement économique, court-termiste, névrosé, parce que c'est la famille, parce que c'est la maison du père qu'on transmet, qu'on vend, parce que c'est anxiogène, parce que... Et donc, on travaille avec tout ça. Et d'ailleurs, un bon agent immobilier, c'est aussi quelqu'un qui, selon moi, ce que je dis à mes équipes, mais qui intègre cette complexité des paramètres de ce que c'est que vendre sa maison et acheter une maison. C'est pas que rationnel et ça rentre pas que dans des algorithmes et des grilles d'estimation, quoi. Voilà. Non, je voulais juste évoquer. Je divague, hein, ce dont tu excuse-moi, parles. je suis parti de l'abbaye, je divague. Bon, bah écoute, non, t'as à peu près. Non, mais je pensais à l'exemple que tu citais tout à l'heure où vous êtes détenteur de cette maison La Tapie de la Caton-Vassal à Bordeaux et qui ne trouve pas preneur. Et alors, donc, c'est quoi la question de la valeur sur cet exemple-là précisément? Est-ce que son polycarbonate ne représente pas une haute valeur patrimoniale? Parce que aussi, on pouvait se poser la question dans votre organisation qui s'appelle architecture de collection. Pourquoi ça ne s'appelle pas patrimoine de collection? Peut-être parce que ce serait redondant. Architecture de collection, oui, enfin, l'idée de collection, j'en ai un petit peu parlé déjà, mais l'idée effectivement de mettre en réseau, en relation, des objets reliés peut-être par la notion de valeur. Voilà. La Caton-Vassal, je pense que c'est effectivement un très bon exemple de la complexité de l'exercice et de l'équation qui est la nôtre. Pour plein de raisons, mais voilà, donc on nous contacte, bonjour, nous sommes les propriétaires de la maison La Tapie et nous voulons la vendre, et les architectes qui ont construit cette maison il y a 30 ans, avec qui nous ont orientés vers vous. Voilà. Parce que les architectes savent, a priori, qu'en passant par notre agence, on va avoir une manière d'aborder justement le bien immobilier comme une œuvre architecturale. Donc c'est vrai que souvent les architectes sont hypersensibles à notre démarche parce qu'on est leur partenaire. Déjà dans la manière de communiquer, de décrire, de raconter, on met en valeur, on essaye de mettre en valeur le travail des architectes. Bon, pour la faire courte, la Caton et Vassal, c'est à la fois, quand on est contacté en 2022, ils ont eu le Pritzker Prize l'année d'avant. Donc ça fait partie, c'est un prix parmi, sinon, enfin c'est le plus prestigieux a priori. Donc c'est quelque chose qui impacte sur le papier concrètement la valeur qu'on donne à un bien. Hein. Et je rappelle, ou je vous l'apprends, que nous travaillons pour donner une estimation, pour produire une estimation. On travaille avec les outils de l'immobilier, les algorithmes, les ventes des notaires, les applications diverses et variées, meilleurs agents et compagnie. On a une photographie hyper juste de combien vaut un bien immobilier à telle adresse avec tel paramètre. Évidemment, ça ne suffit pas parce que tous ces outils ne prennent pas en compte l'intangible de l'architecture, la qualité conceptuelle, matérielle, les qualités, voilà, et cette dimension d'usage dont là je ne parle même pas. Mais donc tout ça, c'est nous qui venons de façon subjective croiser pour donner un prix, une valeur. Voilà, on vend du Le Corbusier à Marseille, c'est encore 3-4 000 euros du mètre carré, donc c'est des prix abordables à la Cité radieuse. Mais la Caton-Vassal, c'est compliqué parce que c'est pas du tout une signature architecturale qui a eu un siècle déjà pour se patiner. Cette maison, La Tapie, c'est le manifeste, c'est l'icône, c'est celle qui, pour toute une génération d'architectes, est révolutionnaire dans quelque chose, c'est un ready-made, c'est une maison qui, l'année où elle est livrée, elle est exposée au Guggenheim, à New York, elle est affichée à New York sur des abribus. Donc c'est une maison qui fait image, qui fait icône, donc qui est d'entrée de jeu fétichisée, sacralisée, figée, et dans une forme de contradiction fondamentale avec la philosophie de la Caton et Vassal, avec leur approche hyper pragmatique qui positionne l'usage et qui ne veut pas faire image. Donc, et moi, je les contacte à ce moment-là, je leur dis qu'est-ce qu'on fait, parce qu'ils ont envie que leur maison, elle ne tombe pas dans n'importe quelle main. D'ailleurs, ils avaient refusé qu'elle soit classée, qu'elle soit inscrite, c'est-à-dire qu'elle tombe dans une forme de fixation. Parce que c'est un objet qui a vocation à évoluer le jour où elle sera vendue et que d'autres usagers viendront sans doute la transformer. Et en même temps, ils sont emmerdés aussi. Donc, ils sont eux-mêmes... on est dans un angle mort. Voilà. Donc, complexe, la valeur. Complexe. On a quand même donné un prix. La définition de la valeur du bien, puisqu'on dit il y a la pensée de la Caton-Vassal et leur volonté. Après, il y a le bien immobilier qui est matériel.
Donc ça, c'est vraiment deux choses. Si on reprend juste le matériel, tu nous disais, Pauline, quand on a préparé quelque chose que je trouvais assez intéressant dans la manière de faire, qui est de dire, aujourd'hui, enfin, je sais pas, ce qu'on se disait avec François, quand on était jeune à l'école, on nous disait, s'il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de projet. Vous dites, et Alexandre aussi, s'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de projet. C'est-à-dire que la matière première aujourd'hui, c'est ça qui fait votre projet. Oui, c'est effectivement, je me sens très très proche de l'idée que tu évoquais, on part de la matière avant de dessiner un objet d'aménagement. De la même manière, là on part à la fois de la matière, à la fois si on est en réhabilitation donc du bâtiment existant, des usages existants, et on compose avec tout ça quelque chose de très sur mesure, de très cas par cas. Ce qui, pour moi, en fait, va générer un peu un renversement de la valeur en architecture. On n'est plus en fait dans une logique d'extractivisme et d'édification parce que voilà, le modèle commence à s'épuiser un peu, mais on est plutôt dans le retravail, la réorganisation. On a une valeur qui va se situer davantage dans le travail humain, qu'il soit un travail d'ingénierie de projet ou un travail d'artisanat qui a souffert beaucoup de déqualification avec l'industrialisation de la construction aussi, mais vraiment de remettre ce savoir-faire et cette valeur dans les humains, humaines, qui se retrouvent à générer ces projets plus dans une logique de soins et de réhabilitation que donc de générer de nouveaux objets architecturaux, en sachant que on considère aussi, je pense qu'on ne pourra clairement pas ne pas être d'accord là-dessus, mais que dans le patrimoine existant et dans les choses existantes, il y a un gisement infini de potentiel. Là, un petit cas particulier, mais on voit en Ile-de-France et dans toutes les régions en réalité que tout ce qui est patrimoine tertiaire, donc bâtiments de bureaux, en ce moment, il y a énormément de projets d'appels d'offres qui tombent, qui sont destinés à la reconversion en logement, parce qu'à côté donc, de ce désintérêt et de ce désinvestissement des bâtiments tertiaires, on a ce besoin de logement et de logement de qualité qui est toujours aussi présent. Je digresse un peu. Mais voilà, et ce qui est intéressant aussi, si on considère qu'il y a un switch de valeur, donc c'est pas dans le geste d'édification ou un modèle ou une icône qui peut aussi bien s'implanter en Seine-et-Marne que dans le Wyoming, aussi cette valeur-là, elle est très localisée, elle n'est pas délocalisable. La valeur des humains, la valeur du patrimoine. Donc c'est aussi intéressant parce que ça vient soutenir une sorte de logique et d'investissement, et aussi de prise de parti comme politique qu'on a, aussi un peu décolonialiste, vu qu'on ne vient pas extraire les matières premières de pays dans lesquels la main-d'œuvre est peu chère, par exemple. On trouve que ça va dans une direction intéressante. Et ce qu'on voit, c'est que donc différentes mesures depuis début 2020 sont passées pour imposer certains standards en réemploi, que ce soit le diagnostic, certains pourcentages. Il y a l'objectif aussi de la région parisienne sur le fait le plan carbone de Paris. Oh, pardon, c'est là où des fois je me mélange un peu. Mais voilà, donc on a toutes ces nouvelles lois, toutes ces nouvelles obligations que le monde de la construction peine à suivre. D'où notre investissement à travailler avec les Hauts-de-France sur le nouveau titre de CAP ouvrière de la déconstruction sélective, qui va aller avec un nouveau titre de CAP valoriste, parce que dans tout l'éventail des métiers de la construction, il n'y avait pas de CAP démolisseur, par exemple. Et si vous pratiquez l'architecture comme, je veux dire, c'est pas au moment d'écrire le CCTP que le problème se pose, mais c'est comment les entreprises qui répondent à CCTP réussissent à le faire dans les règles de l'art telles qu'on les a imaginées, nous aussi. Ça c'est intéressant. On a vécu une expérience là récemment où on m'a appelé parce qu'il y avait un bâtiment où il y avait des mobiliers de 100 ans sur le boulevard Saint-Germain à Paris. On m'a dit: Alexandre, on est embêté, on va incinérer du mobilier de 100 ans en chêne massif. On a 2 semaines pour déconstruire. Est-ce que tu prends le challenge ou pas? Alors je me dis, allez, on retrousse les manches, j'y vais avec un ciseau, un maillet, puis je me retrouve face à 10 personnes d'origine afghane qui faisaient 2,10 m de haut avec chacun une masse qui, eux, étaient là pour démolir l'ensemble de l'intérieur en 2 semaines. Et donc du coup, c'est une forme de rapport de force qui se met en place là, qui est assez dingue, c'est-à-dire
Et à un moment donné, je me suis retrouvé face à une personne comme ça qui casse une jolie vitrine. Vous mettez vos verres en cristal généralement, et puis bien sûr, comme il y a plus de verre que de bois, tout lui explose à la figure. Et donc là, je prends ma dévisseuse, je lui enlève les éléments, je l'aide à se relever, et il y a comme un geste d'amour qui s'est initié. Puis après, je lui montre, il allait casser toute une pièce comme ça. Puis je dis, regarde, tu regardes la pièce, tu prends 5 minutes, tu cherches la dernière vis qui a été posée par le menuisier. Et puis, regarde, je lui enlève la vis et en 1h30, j'avais démonté toute la pièce. Tout était rangé, nickel. Lui, avec sa masse, il aurait mis 3 heures. Bon, alors après, son patron lui a dit que je lui faisais perdre du temps, mais en fait, non. Et tu m'avais posé la question de savoir c'était quoi le lien entre ma partie artisan, architecte et ma partie urbaniste. Eh bien, en fait, il faut prendre conscience d'une chose, et c'est important ce que tu dis, c'est-à-dire on change de monde. Là, on est en train de travailler sur le recul du trait de côte à 7. Donc, entre 2100, plus 2,7 degrés, on est à plus 70 cm, à peu près 3000 logements à déconstruire d'ici 2100. À plus 4 degrés, alors je vous rappelle, plus 2,7, les climatologues, on y est. Aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est à 4 ou est-ce qu'on est à 2,5, 3 ? Donc, voilà. Adaptation, atténuation, il faut commencer à réfléchir sérieusement. À plus 4 degrés, on est à plus 1 mètre, 1,20 mètre. Là, c'est 6000 logements à déconstruire. Et je peux vous dire que le littoral, là, il change continuellement. Alors, le métier de la déconstruction, c'est un métier d'avenir. Il va falloir savoir comment on reconstruit, ou comment on ne reconstruit pas, mais comment on fait pour habiter ces territoires-là dans la transition. Super Alexandre, merci. Tu nous as bien déprimés. On va donc pouvoir avoir des questions bienveillantes maintenant peut-être. En tout cas, on veut échanger avec vous si pour certains, vous voulez prendre la parole. Est-ce qu'il y a des questions ? Ouais. Bonjour, Denis Imbert, architecte. Une question qui s'adresse plutôt à Aurélien Vernant. Concernant ces architectures de collection qui, quand on les voit défiler, parce que ça arrive souvent qu'on voit passer des offres, nous ramènent à la question qui est de plus en plus présente dans les transactions immobilières, qui est la question des qualités écologiques et des qualités thermiques des constructions. Et donc je pense que vous devez être très souvent confronté à cette question de l'adaptabilité de vos produits à une certaine réglementation, à une certaine attente de la part des gens. Et bien évidemment, on doit être rarement dans un cas de figure où on peut utiliser les solutions courantes sans dénaturer l'œuvre. Donc en fait, je trouve que c'est l'occasion d'un véritable atelier de réflexion sur comment améliorer, actualiser, je dirais, l'habitabilité climatique de ces œuvres de collection sans les dénaturer, qui peut paraître la quadrature du cercle, mais qui en fait doit avoir ses solutions. Et ce serait peut-être, je dirais, le point de départ de l'avant-garde d'une réflexion sur la réhabilitation du patrimoine sans les solutions extrêmes et un petit peu bêtes et méchantes, j'allais dire, qu'on utilise couramment. Voilà, ça peut être le laboratoire de comment mieux appréhender plus finement l'adaptabilité des constructions sans les dénaturer. Oui, effectivement, vous touchez du doigt un des phénomènes complexes qui caractérise notre activité et le fait qu'on est à l'intersection encore une fois, de plusieurs dimensions, que à ma connaissance, la manière dont, les relations entre monuments historiques et adaptabilité, c'est un grand champ technique complexe. Voilà. En plus, nous, on est sur du patrimoine 20e, donc il pose effectivement des questions matérielles encore différentes et spécifiques, avec des interlocuteurs décisionnaires dans les services des patrimoines des DRAC qui sont parfois qui n'ont pas de connaissances, de compétences, d'expertise sur le patrimoine 20e. Pour qui le patrimoine s'arrête en 1890, enfin voilà.
Donc, alors, et en même temps, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, c'est vraiment, on trouve des solutions. Notre métier, c'est de vendre ces maisons à des clients qui, a priori, ils sont attirés. Donc, on fait un travail d'explication pour rassurer là où le commun des mortels dit monument historique égale que des emmerdes, des contraintes, classement, tout ça, au secours. Enfin, ça me fait peur. Donc, on est là aussi pour expliquer qu'il est dans l'intérêt de la puissance publique de pouvoir s'appuyer sur des habitants qui vont, dans un moment historique où la puissance publique, à moins de crédit, se retire. Il y a vraiment l'idée d'un partenariat et on dit que la meilleure façon de préserver un monument historique, c'est de l'habiter. Donc, on positionne vraiment l'habitant comme un acteur du patrimoine. On est des passeurs et ils sont des acteurs du patrimoine. Et donc, ce travail d'explication, il se traduit aussi par, en fonction du contexte, de la région, du département, et un tissu d'expertise différent d'une région à l'autre. Donc moi, j'ai des relations avec d'anciens copains étudiants, copines à Dentelle Drac, historiens de l'architecture, etc., qui sont spécialisés sur le label 20e, sur les monuments historiques. Et en fait, on se rend compte que c'est là que c'est dur, on n'a pas des réponses toutes faites. C'est des questions d'interprétation, de contexte, de marge de manœuvre, en fonction d'un projet, d'un permis, d'une déclaration, d'un contexte, où en fait... voilà, donc malheureusement, j'ai pas de réponse à faire toute faite, sinon que... non, j'ai pas d'autres réponses à vous dire, mais je constate des réponses et des décisions différentes d'un contexte à l'autre. Voilà, mais chez Mallet Stevens, dans le 14e à Paris, dans l'atelier Tamara Del Lampica, souvent les protections concernent quand même les façades. C'est pareil à la Cité Radieuse. Les habitants restent libres dans leur appartement de faire ce qu'ils veulent. Certains s'en mordent les doigts d'ailleurs quand ils ont mis sur le trottoir les cuisines Charlotte Perriand il y a 30 ans pour faire du Leroy Merlin. Mais c'est vraiment le classement touche les communs, les façades, et donc c'est une négociation, c'est une interprétation. Et juste d'un mot de ce point de vue-là, j'ajouterais qu'il est intéressant de voir l'évolution sociologique des copropriétés. Et certaines copropriétés comprennent qu'il est stratégique de prendre soin de son architecture de plus en plus. Chez Corbu, ils l'ont compris il y a très longtemps, mais dans d'autres immeubles, à Marseille notamment, ils sont en train de le percevoir et se mettent en place des mécanismes de protection patrimoniale, de discussion avec les acteurs publics qui permettent de progresser sur ces enjeux de préservation. Voilà. Et voilà. Une question, je reviens sur ce qu'elle a dit Pauline tout à l'heure, et la question du prototypage que tu as soulevé. Ça serait intéressant presque, bon, on est avec un historien donc, qui peut nous aider à un peu décrypter tout ça. Ça serait intéressant de faire une histoire du prototypage, c'est-à-dire dans l'histoire de l'architecture et de la construction en général. Si on prend le temple grec, c'est l'aboutissement et la pétrification d'un lent processus qui dure des siècles de prototypage de la construction bois. Pour arriver à nos jours, le mouvement moderne crée une culture du prototypage qui est liée à l'expérimentation des pionniers du mouvement moderne, qui aboutit à des produits effectivement qu'aujourd'hui on met en vente avec leur valeur patrimoniale ou le label ACR, etc. etc. Mais par rapport à cette question du prototypage, est-ce que tu penses qu'on peut lier la question de la valeur de l'architecture à l'histoire de l'expérimentation que les architectes et les constructeurs ont toujours conduit sous des contraintes différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plutôt une contrainte, la contrainte du remploi semble nous suggérer, et du biosourcé semble nous suggérer une direction qui est posée par une contrainte, mais d'autres contraintes se sont manifestées à toute période historique et ont généré cette nécessité en fait, d'expérimenter et donc de prototyper quelque part, c'est-à-dire de produire des modèles qui pouvaient être reproductibles. Voilà, une petite intervention là-dessus. Oui, merci beaucoup. Pour la valeur de ce prototypage en tant que tel, là je vais prendre peut-être un parallèle dans les beaux-arts, mais peut-être que la valeur de ce qu'on prototype et ce qu'on expérimente, ce serait plus comme une performance artistique que comme une œuvre artistique.
surtout dans le sens où elle est inscrite dans le temps de manière temporaire ou réversible. Enfin, c'est ce qu'on a fait avec le couvent des Clarisses, saison 0. On a prototypé, on a expérimenté de manière réversible. Donc, je ne pense pas qu'on ait fait gagner en valeur la valeur immobilière du bâtiment. Par contre, on a fait gagner en valeur affective. Et du coup, on a comme libéré les fonds publics sur le fait de s'investir dedans. Et voilà, la valeur du prototypage, pour moi, elle a une valeur d'essaimage, une valeur d'inspiration. Et par exemple, là, je pourrais faire un rebond entre les deux questions. Donc, comment on isole sans dénaturer et comment on prototype et on donne de la valeur. Donc là, on s'intéresse beaucoup à la question du troisième œuvre. Donc si le gros œuvre, c'est les murs, le bâti, le second œuvre, c'est les équipements, les menuiseries, le troisième œuvre, c'est donc toutes ces choses construites entre l'aménagement et le mobilier qui viennent apporter une valeur de confort thermique, une valeur de confort d'usage à des bâtiments, mais qui ont la propriété d'être réversibles, parce que là, on part peut-être d'un paravent, d'une tapisserie, d'une moquette. On parle peut-être d'une table kotatsu, on parle de peut-être chauffage rayonnant qui peuvent être indépendants d'un réseau à poser à la maison. On a tout un tas de solutions, donc celles-là, on continue de les expérimenter. Et nous, pour aller chercher cette valeur-là, là par exemple, on mélange le troisième œuvre, la solution thermique et la production artistique. On demande en ce moment à une artiste de dessiner une marqueterie de moquettes de réemploi, dont on espère que l'exposition et la démonstration et la monstration, tout simplement, va générer une valeur de rayonnement, quoi. Après, l'objet en tant que tel, évidemment, nous, notre pratique, on n'est pas complètement, comme personne, on n'est pas à l'abri de se poser des questions d'argent. Donc, on fait en sorte de trouver les cadres et de trouver les modalités dans lesquelles on se paye. Voilà. Mais on cherche plus à rayonner qu'à accumuler, a priori. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là au niveau des questions. Dommage s'il y en avait d'autres, car nous sommes pressés par le temps. Juste pour rajouter, pour terminer, et puis peut-être que Laure, tu rajouteras quelque chose. Sur la question de la carte mentale, je pense que le mot, pour moi, qui sort de cette journée d'assises, c'est la question du temps. Donc la valeur, pour moi, c'est la question du temps. J'ai l'impression que c'est un mot qui revient souvent dans vos 4 pratiques et dans toutes celles des autres. Et on s'est amusé avec Laure à essayer de travailler sur la question du préfixe. Le préfixe « re ». Donc le « re » et la valeur, une notion qui se réinvente en permanence, une réflexion en mouvement, dans le couloir du temps, dans un espace spécifique, à une échelle donnée. Réenchanter, vous savez qu'on nous demande beaucoup de réenchanter. Réinventer, ressourcing, repratiquer, réutiliser, réintroduire, repartager, reconnaître et relier. Voilà, écoutez, moi j'ai envie de dire que peut-être que vive le re, vive le ré, et le ré versus à bas le RD. Ou alors est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est finalement dans cette couleur du temps, on peut considérer que finalement le passé, et c'est la question que qui nous a permis d'introduire, le passé est synonyme de progrès. Merci à tous et à toutes d'avoir été là avec nous. À suivre le bilan des ateliers, c'est ça. J'espère que vous resterez avec nous parce qu'on va pouvoir continuer la discussion après. Voilà, in tutte personae, ça sera très bien. Et merci au public pour ces questions. Merci beaucoup.